Bonjour, je suis Valeria, une neurologue du groupe ISA Africa. Je suis très honorée de présenter le premier séminaire de formation sur les maladies cérébrovasculaires. ISA Africa est un groupe de médecins et infirmières membres de l'Italian Stroke Association, unis pour tenter de contraster la diffusion des maladies cérébrovasculaires en Afrique subsaharienne. Un des objectifs des ISA Africa est la formation des professionnels de santé qui opèrent dans les pays à faible ou moyen revenu, en particulier l'Afrique subsaharienne, afin d'améliorer la prise en charge des sujets atteints des accidents vasculaires cérébraux. Pour cela, nous proposons un parcours formatif sur la pathologie cérébrovasculaire sous forme de webinaires durant lesquels nous affronterons différents thèmes de la physiopathologie vasculaire cérébrale aux grands principes diagnostiques et thérapeutiques, jusqu'au traitement de la phase aiguë à la prévention primaire et secondaire. De plus, nous verrons comment élaborer des protocoles de soins dans des unités neurovasculaires, comment distinguer un AVC d'un stroke mimique en phase aiguë, à reconnaître les différentes pathologies cardio-emboliques, les causes rares d'AVC et connaître pour mieux les prévenir les complications des AVC. Je tiens à vous remercier le docteur Marina Mannino qui commencera cette formation aujourd'hui, les collègues qui animeront les prochains séminaires et puis le docteur Anne Falcou, qui est la créatrice et la force motrice de ce groupe. À toi, Anne. Alors, bonjour à tous. Je continue. Merci, Grace et Valéria. Merci, Valéria. Donc, cette première étape de notre parcours de formation en ligne pour les personnes qui sont intéressées aux AVC. Par là, je veux souligner le fait que ces cours sont adressés aux médecins de toute provenance, du moment qu'ils sont francophones, mais aussi aux infirmiers, au personnel paramédical, donc kinés, etc. Donc, ce n'est que la première étape. La dernière leçon devrait se tenir d'ici la fin de l'année. Et comme vous l'a expliqué Valéria, on va parler de tout ce qui concerne les AVC, du niveau plus simple peut-être à des niveaux plus élevés, parce qu'il y aura certaines leçons qui vont vous parler d'arguments un peu plus pointus, comme les vasculites dans les AVC, ou bien comme les dernières disons, innovations thérapeutiques. Donc aujourd'hui, on part comme argument de base, parce que c'est absolument indispensable pour comprendre les AVC, pour savoir comment les soigner, c'est-à-dire la physiopathologie des AVC. Et c'est Marina Mannino, qui est une neurologue, la doctoressa Marina, et qui depuis des années travaille sur les AVC, et actuellement elle travaille dans un grand hôpital à Palerme. Palerme, c'est le chef-lieu de la Sicile, donc c'est en Italie. Vous n'aurez aucune difficulté à comprendre parce que Marina parle très bien français, elle a un charmant accent italien. Et donc, avant de laisser la parole, je passe la parole à Jonathan, au docteur Jonathan Mobiala, qui est un médecin congolais de Kinshasa, qui a obtenu une bourse d'études pour travailler un an dans notre unité neurovasculaire à Rome. Donc maintenant, Jonathan va vous expliquer comment va se dérouler le cours, le webinaire. Merci à la parole. Je suis docteur Jonathan Madiara. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre premier rendez-vous d'une série de cours en ligne qui se dérouleront et qui se termineront jusqu'à la fin de cette année. Aujourd'hui, nous débuterons avec la physiopathologie des AVC ischémiques. Alors, je voudrais, avant de débuter, vous transmettre quelques informations. Normalement, vous devez être en mesure de nous écouter très bien avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou avec votre téléphone. Mais veuillez juste désactiver votre micro. Et à la fin de la présentation, il y a normalement une série de lignes de discussion avec des questions et réponses. Mais déjà, pendant la présentation de notre sujet du jour par la conférencière, vous pouvez commencer à poser vos différentes questions sur la section chat.
où c'est écrit chat, vous pouvez déjà commencer à poser vos différentes questions. Mais à la fin aussi, pour ceux qui ne réussiront pas à poser directement la question dans la série chat, vous pouvez demander, lever votre main pour demander, poser une question directe et discuter directement avec la doctoresse Marina. Alors, j'ai, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans cette série de formations en ligne et je repasse la parole à Dr Anne. Maintenant, on va voir la vidéo de Marina surtout. Bonjour, je m'appelle Marina, je suis une neurologue de Palerme, dans le sud de l'Italie. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec vous pour ce premier webinaire sur la physiopathologie des AVC ischémiques. Mais déjà, excusez-moi pour mon français. Pour commencer, on va voir ensemble la définition d'AVC et quelques informations sur l'épidémiologie. Les AVC sont définis comme le développement rapide des signes cliniques de dysfonction cérébrale qui ont une origine vasculaire. Ceci est la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'une dysfonction cérébrale d'origine vasculaire qui peut être causée par une hémorragie ou le plus souvent par une ischémie. En Europe, la grande majorité des AVC sont ischémiques, alors qu'en Afrique, le rapport entre hémorragie et ischémie est différent et les AVC hémorragiques sont environ un tiers du total. Malheureusement, les AVC sont des pathologies très fréquentes. Et l'Afrique, en particulier, présente des taux d'incidence et de prévalence parmi les plus élevés au monde. Aussi, il y a un taux de mortalité sur 3 ans élevé jusqu'à 84%. L'incidence et la prévalence sont si élevées en raison de l'évieillissement de la population, l'augmentation des facteurs de risque vasculaires, en particulier l'hypertension artérielle, mais aussi le changement d'habitude alimentaire et l'inactivité physique, et la persistance des maladies infectieuses, en particulier les virus de l'immunodéficience humaine, qui augmentent beaucoup les risques cardiovasculaires. C'est pour ça que, aussi chez les jeunes en Afrique, l'incidence des AVC ischémiques est plus élevée. Aussi, il y a un mauvais niveau de connaissance des mesures préventives des AVC. Ceci est une étude très récente qui a été menée à Kinshasa, qui trouve un problème de connaissance surtout chez les personnes sans instruction. Ces dernières années, la mortalité due aux AVC a diminué dans le monde. Toutefois, cette diminution est plus importante dans les pays à revenus élevés. Et l'Afrique est la région qui a connu la plus faible diminution de la mortalité des AVC, environ 4% vers plus que 50% dans les pays à revenus élevés. Les AVC sont une importante cause de mortalité, mais aussi une cause majeure d'invalidité et de démence dans le monde. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, les AVC sont la deuxième cause de décès et la troisième cause de décès et d'invalidité combinée. Une étude menée à Kinshasa a révélé que, 3 mois après un AVC, le 54% des sujets ont des troubles cognitifs. Les AVC ont une origine vasculaire. Les AVC ischémiques peuvent être causés par une condition d'hypoperfusion systémique. Dans ce cas, il y aura une réduction de l'apport sanguin à l'ensemble du cerveau avec un infarctus hémodynamique. Mais le plus souvent, les AVC sont causés par l'obstruction d'une artère. De toute façon, on aura une insuffisance d'apport de sang et d'oxygène au cerveau avec la mort du tissu cérébral. Pour comprendre la physiopathologie des AVC ischémiques, il faut rappeler les mécanismes de la perfusion cérébrale, les artères du cerveau et les causes d'obstruction des artères. On va commencer avec la perfusion cérébrale et avec la définition des débits sanguins cérébral, qui est la quantité du sang qui arrive au cerveau par unité de temps. Les cellules neuronales ont besoin d'une grande quantité de sang. En fait, même si le cerveau est seulement le 2% du poids total, il a besoin du 14% du sang. Le débit sanguin cérébral normal est supérieur à 50 ml pour 100 grammes.
Selon le débit sanguin cérébral, on distingue trois zones. Oligamie, c'est-à-dire une zone de tissu fonctionnellement intacte grâce à l'augmentation du taux de l'extraction de l'oxygène. La pénombre, une zone dans laquelle l'activité synaptique est abolie, mais la souffrance neuronale reste réversible et l'intégrité de la cellule est préservée. Et l'infarctus, avec nécrose irréversible et mort neuronale. Donc, l'oligamie et la pénombre sont des conditions de perfusion réduite. Mais si la perfusion est sévèrement réduite, il y aura la mort neuronale, c'est-à-dire l'infarctus. L'infarctus est la lésion neuronale définitive. La pénombre est la zone d'ischémie réversible, mais réversible pour un temps limité. Avec la réduction du débit sanguin cérébral, il y aura progressivement une altération de la synthèse protéique, une utilisation du glucose, une acidose lactique et enfin un déficit en glucose et en ATP. Dans la pénombre, il y aura l'ouverture des canaux calciques avec l'entrée du glutamate. Dans la zone d'infarctus, il y aura l'entrée de calcium et la lysosmotique. La pénombre est réversible, mais pour un temps limité en raison de la circulation collatérale, de la gravité, de l'extension et de la durée de l'ischémie et du délai de la recanalisation. S'il n'y a pas recanalisation, quelque heure après l'occlusion d'une artère cérébrale, la pénombre devient infarctus. Pour cette raison, la fenêtre thérapeutique est limitée à 4h30 pour la thrombolyse et à 6h pour la thrombectomie. S'il ne peut pas être utilisé, l'imagerie de perfusion cérébrale. Près de 2 millions de neurones meurent chaque minute tant que le cerveau est privé d'oxygène. Et plus cette privation se prolonge, plus les lésions cérébrales sont étendues. C'est-à-dire que le temps, c'est du cerveau. Pour résumer avec cette image, dans le cas d'occlusion artérielle, le débit sanguin cérébral va se réduire avec le temps, provoquant progressivement l'oligamie, la pénombre avec l'apparition d'un déficit neurologique et enfin l'infarctus avec la mort neuronale. Maintenant, un rappel sur les vaisseaux cérébraux. Le système carotidien qui irrigue la partie antérieure du cerveau, le système vertébro-basilaire qui irrigue la partie postérieure du cerveau, les polygones de Willis qui relient les vaisseaux cérébraux des parties antérieures et postérieures, et enfin les petites artères perforantes qui irriguent la partie plus profonde du cerveau. Ici, la crosse aortique se branche, c'est-à-dire les artères du cou, parmi lesquelles les artères carotides et les artères vertébrales. Sur cette image, ensemble les artères du cou et les artères cérébrales. Le système carotidien est constitué de l'artère carotide primitive, l'artère carotide externe qui n'irrigue pas le cerveau mais la face, et l'artère carotide interne. Les branches de l'artère carotide interne sont des artères très importantes parce qu'elles irriguent la majorité du cerveau. Ce sont les artères cérébrales moyennes, les artères cérébrales antérieures. Et ici, une autre coupe de ces artères. Ceci est une image angioscanner. L'angioscanner est un examen d'imagerie médicale qui consiste à explorer les vaisseaux. Dans cette image, on peut voir l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne avec sa bifurcation et ses segments horizontaux et insulaires. Le système vertébro-basilaire est constitué des artères vertébrales droite et gauche qui se réunissent pour former le tronc basilaire. Les branches du tronc basilaire sont les artères cérébelleuses et les artères cérébrales postérieures. Encore une image avec les artères vertébrales, le tronc basilaire et ses branches. Alors qu'ici, on peut voir l'artère cérébrale postérieure à gauche en jaune et à droite avec ses segments. Le cercle de Willis relie les gros vaisseaux cérébraux des parties antérieures et postérieures du cerveau. Voici une belle image en angiographie par résonance magnétique du polygone de Willis.
Et enfin, on va voir les artères perforantes, très importantes pour assurer la perfusion cérébrale de certaines zones du cerveau. Les artères du polygone de Willis sont des gros vaisseaux, tandis que les artères perforantes sont des petites artères terminales qui vascularisent des territoires profonds spécifiques. Cette image montre les diamètres relatifs des vaisseaux cérébraux. Et ici, on peut voir comment les artères perforantes sont petites. Enfin, un rappel au système anastomotique entre les vaisseaux cérébraux, très important dans les cas d'occlusion artérielle, parce qu'il s'assure pour un certain temps une perfusion cérébrale suffisante. C'est-à-dire qu'en cas d'occlusion d'une artère, le sang peut atteindre la zone neuronale touchée par les artères reliées à l'artère bloquée. Ce réseau anastomotique comprend les polygones de Willis, les collatérales microvasculaires intracrâniennes et les sources collatérales extracrâniennes. Dans les polygones de Willis avec l'artère communicante antérieure et les artères communicantes postérieures, les anastomoses leptoméningées entre les artères cérébrales antérieures et moyennes et entre les artères cérébrales postérieures et moyennes, et les collatérales extracrâniennes qui proviennent des branches du système de l'artère carotide externe ou des artères cervicales. Dans cette image, on peut voir l'activation collatérale de l'artère communicante antérieure et de l'artère ophtalmique par l'artère carotide externe. Chaque artère a son propre territoire d'irrigation. Selon l'artère obstruée, on aura un infarctus cérébral dans une zone différente et une présentation clinique différente. Par exemple, si l'artère obstruée est l'artère cérébrale postérieure, il y aura un infarctus occipital et la présentation clinique sera l'hémianopsie. Les artères cérébrales antérieures irriguent la zone antéromédiale du cerveau, les artères cérébrales moyennes la majorité du cerveau latéral, les artères cérébrales postérieures irriguent des zones médiales et latérales du cerveau postérieur. Voici le territoire de l'artère cérébrale antérieure, moyenne et postérieure. Et ici ensemble. Et maintenant, le territoire des artères perforantes qui sont des petites artères avec des territoires profonds spécifiques. Cette image montre la localisation de l'infarctus en fonction de l'artère touchée. À chaque infarctus cérébral correspond un syndrome clinique, mais cela sera bien étudié lors des prochains séminaires. Quelques exemples d'infarctus provoqués par l'occlusion de l'artère cérébrale antérieure. Ici moyenne, postérieure, et ici ensemble, antérieure, moyenne et postérieure. Enfin, il ne faut pas oublier les territoires de jonction, qui sont les zones situées à la limite entre des territoires artériels encéphaliques adjacents. Par exemple, entre les territoires de l'artère cérébrale antérieure et moyenne ou les territoires de l'artère cérébrale moyenne et postérieure. Les infarctus jonctionnels sont donc circonscrits aux zones les plus vulnérables à l'hypoperfusion. Ils peuvent être supratentoriels, superficiels ou profonds, et infratentoriels, selon quel système est impliqué, carotidien ou vertébro-basilaire. Et ils peuvent être partiels ou confluents. Les infarctus jonctionnels sont dus à un état d'hypoperfusion secondaire, à une insuffisance cardiaque ou à des sténoses carotidiennes lorsque le réseau de suppléance est insuffisant. Alors, l'occlusion des gros vaisseaux et l'occlusion des petites artères perforantes donnent des infarctus différents. Même les mécanismes d'obstruction sont en général différents. On va voir ensemble les causes, les mécanismes et les facteurs de risque des obstructions artérielles qui peuvent causer les AVC. L'AVC est le plus souvent causé par l'obstruction d'une artère et cette obstruction est en général due à un caillot sanguin ou à un athérome. Les caillots de sang peuvent se former dans le cœur, par exemple en cas de fibrillation auriculaire. Même des caillots peuvent se former sur un athérome dans une artère.
Et il est aussi possible qu'une partie d'un caillot se détache et va migrer dans la circulation sanguine, devenant un embole. Les athéromes ou plaques sont des dépôts graisseux causés par l'athérosclérose. Les athéromes se présentent souvent dans les artères du cou, en particulier les artères carotides internes. Au contraire, l'obstruction des petites artères perforantes est généralement non athérothrombotique, mais causée par la lipohyalinose. La lipohyalinose est une pathologie de la tunique moyenne des petites artères qui vient remplacer par des lipides et du collagène. Cette obstruction cause un infarctus lacunaire. La maladie des petits vaisseaux est une maladie fréquente et encore mal connue. On estime qu'elle touche plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde. C'est une des principales causes d'AVC et de démence. Elle résulte du dysfonctionnement des petites artères et se caractérise par différents facteurs observables par imagerie cérébrale. Les petites artères ne peuvent pas être visualisées directement, mais en imagerie par résonance magnétique, on peut voir les signes radiologiques de la maladie des petits vaisseaux, les lacunes, les hypersignaux de la substance blanche, la dilatation des espaces périvasculaires et les microhémorragies. La maladie des petits vaisseaux est la cause d'environ un quart des AVC. Il s'agit de petites lésions ischémiques de structure sous-corticale, généralement inférieures à 15 mm, les infarctus lacunaires. Quelquefois, même des emboles peuvent provoquer des infarctus de forme lacunaire, mais ils ne sont pas lacunes et l'ischémie est généralement plus grande que 15 mm. Dans cette image, il y a différents infarctus de forme lacunaire, mais seulement le deuxième est une lacune, causée par la lipohyalinose, c'est-à-dire par la maladie des petits vaisseaux. Pour résumer, l'obstruction des gros vaisseaux est en général causée par des caillots ou des plaques. Il s'agit de personnes avec cardiopathie emboligène, sténose carotidienne ou intracrânienne. L'obstruction des petites artères perforantes est en général causée par la maladie des petits vaisseaux. Il est également possible qu'une pathologie puisse provoquer un AVC avec de multiples mécanismes. Par exemple, dans le cas de la drépanocytose, qui peut causer un AVC par l'occlusion des artères de gros ou moyen diamètre, ou par un mécanisme hémodynamique avec un infarctus jonctionnel. Ou même de la sténose carotidienne, c'est-à-dire athérosclérose des gros vaisseaux, qui peut causer un AVC par embolisation, migration des fragments de la plaque, ou par un mécanisme hémodynamique. Alors, il faut rappeler que le diagnostic d'AVC est clinique. Il s'agit de l'apparition brutale d'un déficit neurologique. Mais des investigations sont nécessaires pour établir l'étiologie et les mécanismes qui ont causé l'AVC. Avec l'imagerie cérébrale, on diagnostique hémorragie et ischémie et on peut comprendre s'il s'agit d'une lacune. Avec l'imagerie vasculaire, on peut diagnostiquer les sténoses artérielles. Enfin, l'échographie cardiaque et la télémétrie peuvent être utiles en cas de cardiopathie. Ceci est la classification TOST des AVC, une classification étiologique qui a été utilisée pour une étude internationale sur le traitement aigu de l'AVC il y a plus de 30 ans. Donc, après les investigations, on peut établir si un AVC est causé par la maladie des petits vaisseaux, par des cardiopathies emboligènes, par l'athérosclérose des gros vaisseaux ou par d'autres causes. Cependant, la cause de l'AVC peut rester indéterminée. Chez les jeunes, il y a une prédominance des autres causes déterminées et des infarctus cryptogéniques. Si l'infarctus est de cause indéterminée et le sujet a un foramen ovale perméable, il faut penser à la possibilité d'une embolie paradoxale. Mais la cause principale d'AVC ischémique du sujet jeune sont les dissections artérielles cervicales qui résultent de la déchirure dans une artère du cou avec formation d'un hématome au sein de la paroi de l'artère. Les dissections causent les 2% des AVC en total, mais sont responsables d'environ les 20% des AVC chez les jeunes. Ici, on peut voir des exemples d'AVC emboliques de causes inconnues.
c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un infarctus lacunaire et après les investigations, la cause de l'AVC n'a été pas trouvée. Dans ce cas, une cause fréquente sont les plaques carotidiennes qui peuvent ne donner pas une sténose serrée, mais être source symbolique. La recherche de la cause de l'AVC et l'identification des facteurs de risque vasculaire permettent une mise en route aussi rapide que possible des traitements de prévention d'une récidive, la prévention secondaire. Maintenant, on va voir ensemble quelques cas cliniques. Ici, il s'agit d'un homme de 69 ans qui arrive en hôpital avec hémiparésie gauche, déficit sensitif, dysarthrie. Avec le score de 5 sur l'échelle NIHSS, il y avait beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. L'imagerie par résonance magnétique montre un infarctus lacunaire dans la zone sous-corticale droite. Le mécanisme de cet AVC est la maladie des petits vaisseaux. Ici, une femme de 84 ans qui arrive en hôpital avec hémiparésie gauche et dysarthrie. C'est le même déficit du dernier patient, mais plus grave, avec un score de 7 sur l'échelle NIHSS. Elle avait une fibrillation auriculaire non traitée avec des anticoagulantes. Les scanners montrent un infarctus territorial dans une zone corticale et sous-corticale du territoire de l'artère cérébrale moyenne droite. Le mécanisme de cet AVC est la cardioembolie. Et ici, un homme de 67 ans qui arrive en hôpital avec hémiparésie, déficit sensitif et ataxie gauche. Le score à l'échelle NIHSS était 4. Il y avait une sténose carotidienne déjà connue. L'angioscanner montre l'occlusion de l'artère carotide interne droite et à l'imagerie par résonance magnétique, on peut voir un infarctus hémodynamique plus une petite ischémie embolique. En Europe, environ un quart des AVC sont causés par la maladie des petits vaisseaux, un quart par les cardiopathies emboligènes, environ les 13% par l'athérosclérose des gros vaisseaux et plus d'un tiers sont indéterminés. Ces proportions sont probablement différentes en Afrique. Selon les résultats de cette étude menée à Kinshasa, la maladie des petits vaisseaux est plus fréquente. Les cardiopathies emboligènes et l'athérosclérose des gros vaisseaux, moins. La proportion des AVC des causes indéterminées, naturellement, dépend du nombre de tests effectués. En conclusion, les AVC ischémiques sont causés le plus souvent par l'athérosclérose et par les troubles cardiaques. Nous pouvons les prévenir en agissant sur les facteurs de risque vasculaires, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, tabagisme, alimentation, activité physique. Aussi, il y a un problème de connaissance des mesures préventives des AVC, surtout chez les personnes sans instruction. Une action de sensibilisation de la population pourrait être très importante. Les AVC ischémiques sont le plus souvent causés par l'obstruction d'une artère. Mais, même si les traitements de recanalisation artérielle ne sont pas disponibles, nous pouvons les soigner avec les unités neurovasculaires, qui sont l'intervention démographique la plus efficace au monde. Nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à Adam Falcou, à Valeria Terruso. Merci à Isa. À bientôt. Alors, merci à toi, Marina. C'était très explicite. Et du coup, je vois que dans le chat des questions, il n'y a pas de questions, mais moi, je voulais te poser quelques questions. Marina, tu es disponible avec le micro? Ok, oui, Anne. Voilà. Tu peux m'aider. Voilà. D'accord. Alors, Marina, comme évidemment tu le sais, dans les pays d'Afrique, il n'y a pas la disponibilité des images, de l'imagerie est plutôt limitée. Et quand on arrive à avoir un scanner sans injection, c'est déjà bien. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment, sur la base simplement d'un scanner sans produit de contraste, on peut quand même essayer de comprendre la cause de l'AVC du sujet? Alors,
le diagnostic des AVC, nous avons dit qui est clinique, parce que les AVC, il s'agit de l'apparition brutale d'un déficit neurologique. Et le scanner peut consentir de comprendre s'il s'agit d'une hémorragie ou d'une ischémie. Pour comprendre la cause de l'AVC, nous pouvons utiliser les Doppler, parce que les Doppler peut consentir d'individuer, de diagnostiquer une sténose artérielle, la sténose carotidienne, et aussi l'ECG, l'électrocardiogramme, comme on dit en français. Oui, oui, l'électrocardiogramme, le CG. Ok. Le CG qui peut consentir de diagnostiquer une fibrillation auriculaire. Et les traitements pharmacologiques, les médecins pour la prévention secondaire sont différents en cas de sténose carotidienne ou fibrillation auriculaire. Mais le traitement dans une unité neurovasculaire, dans la phase aiguë de l'AVC, est la même pour toutes les causes. D'accord, donc une fois qu'on exclut qu'il s'agit d'une hémorragie cérébrale, qu'on est certain que c'est une ischémie cérébrale, même si on n'a pas les autres examens, on peut déjà partir sur un traitement de base qui est un peu le même pour tout le monde, du moins dans la phase aiguë. En pratique, ça va être l'aspirine, bon, ça va être l'objet d'un autre cours, mais en pratique, l'aspirine est dans la phase aiguë un peu pour tout le monde. Et après, on peut faire d'autres examens, justement le CG, pour voir s'il y a une arythmie, le Doppler pour voir s'il y a quelque chose sur les carotides, et puis donc obtenir un traitement de prévention secondaire plus précis. C'est ça, Marina? Oui. D'accord, ok, très bien. Et est-ce qu'il y a une question? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Oui, je sais, et comme j'ai dit, nous sommes déjà à la deuxième partie de notre conférence. Euh, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a docteur Narcisse depuis la ville de Tours en France qui a posé une petite question. Il veut savoir les signes d'alerte en cas d'AVC et quel est le diagnostic différentiel qu'on peut faire comparativement à ces signes, face à ces signes d'alerte. À part l'AVC, quel est un autre diagnostic différentiel qu'on peut faire par rapport aux signes d'alerte liés à l'AVC? Okay. Alors, on va étudier la présentation clinique des AVC dans les prochains séminaires, mais nous pouvons dire qu'il y a une échelle qui s'appelle FAST pour le reconnaissement des symptômes d'alerte des AVC, les souris, un déficit facial, la présence de faiblesses moteur à les membres supérieurs ou inférieurs, et troubles de la parole, la dysarthrie ou l'aphasie. Ceci sont les signes d'alerte d'un AVC. Mais Anne, tu peux dire quelque chose en plus? Oui, je peux. Disons que ce que je peux dire sur la diagnostic même clinique de l'AVC, c'est ça. Ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a aussi des formes de présentation qui peuvent suggérer une étiologie. Par exemple, on peut avoir un déficit, il y a les syndromes lacunaires. Donc, par exemple, on peut avoir un syndrome moteur, par exemple une hémiparésie, donc du visage, du bras et de la jambe proportionnelle, qui va et vient, qui est fluctuante. Et ces fluctuations dans les premières heures, les premiers jours du début de l'AVC, ça peut être évocateur d'une lacune, non, qui est en formation. Non, Marina, tu me confirmes? Oui. Un syndrome lacunaire.
Après, nous avons tous les différents syndromes qui peuvent permettre peut-être de localiser la lésion, en particulier des signes neurologiques qui peuvent évoquer une lésion du tronc cérébral ou du cervelet, qui est un peu plus particulier. Donc, on peut avoir, par exemple, une diplopie, on peut avoir des vertiges, on peut avoir des difficultés pour parler, et mais type dysarthrie qui peuvent suggérer plus une lésion qui se trouve dans la fosse crânienne postérieure plutôt qu'une lésion au niveau des hémisphères cérébraux. Ça aussi. Mais disons que tout ça, ce sont des suggestions de l'examen neurologique qui peuvent aussi prêter à confusion, à erreur. Et en fait, c'est après, je pense qu'avec le scanner, qu'il faut savoir aussi répéter. Si jamais au départ, le scanner ne fait pas voir rien de particulier, qu'il faut savoir répéter pour comprendre où se situe la lésion, de quel type elle est. Et donc, ça va nous évoquer donc, des causes de l'AVC. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ça va nous permettre de mieux cibler le traitement de prévention secondaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jonathan? Alors, il y a quelqu'un qui lève la main, je crois. La question suivante vient de la ville de Kinshasa. Ce monsieur-là, Didier Enrola, infirmier, depuis la ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, il veut connaître comment on peut faire la différence sur les plans cliniques de l'AVC ischémique et hémorragique, surtout dans nos zones où il n'y a pas des appareils, où on n'a pas tous les appareils nécessaires pour diagnostiquer rapidement. Comment on peut faire une différence clinique? Mais je pense la recherche, pour la recherche, il n'y a pas de signes qui certainement peuvent faire distinguer un AVC hémorragique ou ischémique. C'est nécessaire le scanner pour distinguer hémorragie et ischémie. Je voudrais répondre à une question sur la possibilité de partager cette présentation. Naturellement, oui. Si peut être utile, nous pouvons partager aussi les reviews utilisées et un livre sur les AVC. Donc, si vous avez laissé vos adresses mail au moment où vous êtes inscrit à ce séminaire, on vous enverra ce que vous a dit Marine. Maintenant, il y a une question, Élisée, le docteur Élisée. Est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, professeur, merci beaucoup. Je suis Élisée Kissoko, assistant au département de neurologie à l'Université de Kinshasa. Bon, actuellement, je suis en formation en France, précisément dans l'unité neurovasculaire de Corbeil-Essonnes, un stage dans le cadre de ma formation sur la pathologie neurovasculaire à l'Université de Paris-Cité. C'est vrai, ça fait près de 4 ans qu'on s'est connus avec professeur Anne et le projet sur ISA Africa, c'est un projet très intéressant pour nous parce que l'AVC jusqu'à ces jours, dans nos milieux, reste un grand problème. Un problème de santé parce qu'une grande ville comme Kinshasa et les pays entiers, comptant plus de 100 millions d'habitants, en vrai, n'auraient aucune unité neurovasculaire. Ce que nous pensons souligner effectivement, c'est le fait que ça semble en soi difficile la prise en charge de l'AVC tel que nous le percevons, mais dans le cas des bilans diagnostiques et étiologiques, même si on ne dispose pas d'IRM, d'angioscanner, mais il y a des techniques aussi très faciles pour essayer un peu de réfléchir sur la prise en charge rationnelle. Déjà, l'organisation d'une unité neurovasculaire pour essayer un peu de réduire la mortalité pour ces patients. Et on a la possibilité, comme on l'a dit, de faire des codes de TSA pour éliminer déjà une cause
athéromateuse, par exemple, avec l'occlusion des gros troncs. L'ECG, plus facile, mais on se pose la question, combien de patients ont l'accès à ne fût-ce que l'ECG pour éliminer une pathologie cardiaque, notamment des cardiopathies rythmogènes, qui pourraient être des facteurs favorisants, les causes les plus fréquentes des fois. Mais bon, tout ça, c'est une difficulté. En tout cas, je pense que nous avons de l'énergie à mettre. Et ce webinaire a été très intéressant dans la mesure où ça a essayé de réveiller la conscience de chacun sur ce qu'on doit faire. Là, par rapport à une petite expérience qu'on a ici en France, en jeune d'origine africaine qui présente parfois l'une des causes rares, décrites rares depuis un temps, d'AVC ischémique, notamment le web carotidien. Alors, la grande question, c'est qu'on soit sur le plan hémodynamique, on n'a pas assez d'impact. Est-ce que sur le co-Doppler, nous avons la possibilité de mettre ça en évidence? C'était en fait ma petite question. Parce qu'en soi, généralement, les mécanismes qu'on observe sont emboliques. Est-ce que sur le co-Doppler, nous avons la facilité d'objectiver ces KO web? Voilà un peu. Anne, à toi. Alors, c'est extrêmement difficile, je pense que tu le sais. Et d'abord parce que, en fait, c'est rare. C'est rare, surtout sur le sujet blanc, comme nous. Donc là, nous, on travaille, en fait, on a commencé maintenant à faire des diagnostics de carotide web parce que depuis 2015, on commence à pratiquer des angiographies en urgence à de plus en plus de malades pour voir si on peut faire une thrombectomie. Et c'est donc dans le décours d'angiographie faite pour thrombectomie qu'on s'est rendu compte que quelques patients avaient un carotide web. Peut-être, Alizé, je vais te laisser expliquer de quoi il s'agit, vu que c'est toi qui as souligné la question. Donc, disons que c'est une espèce de petite malformation qui se trouve au niveau de la carotide, qui est particulièrement fréquente chez les sujets jeunes et de race africaine. Et que je sache, sur le Doppler, c'est extrêmement difficile de le mettre en évidence. D'abord parce que c'est petit et peut-être aussi parce qu'on n'a pas encore l'habitude. Mais toi, c'est toi, Marina, qui a l'habitude d'utiliser le Doppler. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est si difficile de voir un web de dimension normale sur le Doppler? Parce que vous n'avez pas encore l'habitude, parce que... Non. Personnellement, jamais j'ai trouvé un carotide web, mais probablement parce que je ne suis pas capable, parce que c'est beaucoup difficile. Voilà. C'est ce que c'est pas toi, c'est pas toi qui est pas capable, c'est que comme on en voit extrêmement rarement, disons que ça dépend. On n'a pas donc l'habitude de les mettre en évidence et on les voit sur les angiographies le plus souvent. Élisée, tu veux peut-être expliquer pour les gens qui nous écoutent en quoi ça consiste le web? Ah oui, en fait, si on peut expliquer en termes simples, ça semble en fait une pathologie dite ici, en fait, comment je peux expliquer terme simple? C'est une dysplasie fibromusculaire apparemment qui apparaît sur l'imagerie comme une image de soustraction, généralement localisée au niveau du bulbe carotidien. Cette image de soustraction crée une forme de poche qui crée une stase et le sang qui reste stationné à ces niveaux, généralement, provoque la formation de caillots et ces caillots pourront, avec le courant sanguin, migrer vers l'aval et aller boucher le nerf, tel que décrit. Et qu'on a l'habitude de voir très facilement avec l'angioscanner. C'est aussi là la grande question. Si on arrive à avoir un scanner, on a la possibilité de faire aussi dans nos milieux d'angioscanner et pour essayer un peu de voir les TSA, comme c'est l'une des causes fréquentes chez le sujet noir jeune, et la population d'Afrique subsaharienne est presque constituée d'une population jeune, et ça pouvait être l'une aussi des pistes
dans la recherche étiologique. Le grand problème, comme on devait le souligner tantôt, c'est au fait l'action qu'on doit mener effectivement en rapport avec l'AVC. Et déjà en amont, nous avons un grand travail d'information dans la population et auprès des personnels de santé qui sont surtout dans les services d'urgence. Est-ce qu'il y a des activités qui pourront se programmer dans ce sens-là, des sensibilisations, surtout sur les signes d'alerte, parce qu'il y a une question sur les signes d'alerte qui sont faciles, mais sauf que la population, de façon globale, est sous-informée. C'est difficile que quelqu'un puisse détecter les signes d'agression cérébrale dans un premier temps. Ce qui fait que la plupart des patients qui viennent, ils viennent très tard et ils ne sont pas pris en charge dans les délais. En plus, pas dans les circuits neurovasculaires. En deuxième temps, après la sensibilisation, c'est la question d'organisation physique et d'une unité neurovasculaire qui pourrait rassurer la population sur la surveillance et la prise en charge dans un premier temps, voir comment on pouvait accorder de l'espoir dans cette communauté. Donc voilà, c'était un peu ça ma contribution. Et moi, je suis vraiment très partant, j'alloue l'initiative. Pour nous qui sommes dans le domaine, j'appelle à ce que tout le monde qui suit cette information, ce webinaire, puisse s'activer et voir dans quelle mesure nous pouvons nous mettre pour que cette question d'AVC en Afrique puisse être résolue et puisque apporter des petites solutions dans nos communautés. Et moi, j'en profite pour compléter ce que tu dis, Élisée, parce qu'avec le groupe ISA Africa, donc on a commencé cette formation à Kinshasa, au Congo. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui proviennent d'autres villes ou bien d'autres pays d'Afrique francophone, nous sommes disponibles pour pratiquer cette formation aussi, des missions sur place, dans d'autres endroits, évidemment. Donc, Jonathan, il y a d'autres questions? Alors, merci beaucoup, docteur Élisée, pour votre contribution et votre disponibilité. Alors, nous continuons avec des questions. Il y a Madame Josie Moemeri qui veut bien comprendre les explications par rapport à la zone de pénombre et elle veut connaître si il y a un temps précis ou un temps déterminé que cette zone peut se transformer en nécrose. Alors, la pénombre est la zone d'ischémie réversible, c'est-à-dire que les cellules neuronales sont en souffrance parce que la perfusion cérébrale est réduite, mais sont encore intactes, fonctionnelles. Et pour le traitement de la pénombre, serait le meilleur traitement la recanalisation. Mais il y a aussi objet de recherche, le traitement de neuroprotection qui peut-être dans le futur pourra être utilisé. Anne? Voilà, en pratique, maintenant, ce que l'on sait, c'est que cette zone de pénombre, Rosie, c'est une excellente question, c'est justement sur cette zone-là qu'il faut intervenir si on veut améliorer le pronostic des malades. Parce que la zone de nécrose, qui est déjà le corps ischémique, c'est déjà foutu. On va dire comme ça pour être clair. Donc, il faut agir sur la pénombre, il faut agir le plus rapidement possible avant que ça devienne irréversible, avant qu'on ne puisse plus rien faire. Et on a combien de temps pour faire ça? On ne sait pas trop exactement. On va dire qu'on a maximum 24 heures. Parce qu'il y a des cas et des études qui ont démontré qu'avec une procédure de thrombectomie, donc avec l'ablation du caillot qui est dans les artères du cerveau, on peut obtenir on peut récupérer la pénombre ischémique jusqu'à 24 heures maximum. Mais disons que ce sont quand même des cas qui sont plutôt rares. Il y a certains sujets qui peuvent tenir, dont la pénombre peut résister pendant 24 heures et d'autres qui ne résistent même pas 2 heures.
Donc, en fait, ce n'est pas une question d'heure précise, ça dépend beaucoup aussi de l'âge du cerveau qui est concerné, du fait, comme le disait Marine, qu'il y a une circulation pour compenser le manque de sang qui arrive en ce moment dans cette zone de pénombre, toute une série de facteurs que l'on ne connaît pas encore probablement, des facteurs d'inflammation par exemple, et tout ça fait que en fait chacun a sa propre fenêtre, chacun a sa propre pénombre. Si par exemple moi j'avais un AVC et vous aussi Rosie, j'aurais une fenêtre, une pénombre, la mienne, qui n'aura pas la même durée que la vôtre. Et c'est pas parce que vous êtes plus jeune que moi que vous aurez une pénombre qui est plus résistante. Parfois même, c'est le contraire, en fait. On a l'impression que chez les personnes plus âgées, les pénombres résistent plus longtemps. Alors, comment on fait pour traiter les patients dans ces cas-là? Quand on ne sait pas, on n'a pas d'idée avec le scanner de perfusion, on appelle ça, qu'on n'a pas d'idée de la pénombre, on ne peut pas la visualiser, on estime que on a 4h30 pour récupérer la pénombre avec la thrombolyse, donc avec les médicaments qu'on peut donner par la veine. Et par contre, donc, comme je vous disais, pour la thrombectomie, on a jusqu'à 6 heures. Donc 4h30 pour le traitement en veine, 6 heures pour le traitement mécanique. Disons que ce sont les standards du traitement. Après, au-delà, dans les autres cas, quand on est au-delà des 6 heures ou bien quand on ne sait pas ce qui s'est passé parce que le malade était tout seul et personne ne peut dire à quelle heure il s'est trouvé mal, alors, dans ce cas-là, on ne peut rien faire si on n'a pas d'image de scanner élaborée, comme nous faisons nous, donc avec la perfusion qui nous permettent, grâce à différents indices, mais là aussi vous aurez une leçon exprès pour ça, qui nous permettent de savoir s'il y a de la pénombre encore et si elle est en quantité importante par rapport au corps. Donc, c'est une question d'équilibre entre les deux types de lésions. J'espère avoir répondu simplement et clairement à votre question. Jonathan? Merci beaucoup. La question suivante nous vient de la ville de Kinshasa. C'est Dr Jameson Masaki là. Il voudrait savoir s'il y a des médicaments qui sont contre-indiqués ou à éviter en cas d'AVC ischémique, la première sous-question. Et la deuxième sous-question, est-ce que la guérison est sans séquelles? Sinon, pourquoi? Donc, il a deux sous-questions. La première, s'il veut savoir Je s'il y a réponds des moi, Marina? médicaments. Alors, d'abord, la première question, c'était de savoir s'il y a des médicaments à éviter en cas d'AVC ischémique. Je n'en vois pas, comme ça, a priori. Et la seule situation où il y a des médicaments à éviter, alors si, pardon. Il y a les médicaments qu'il faut éviter, ce sont les médicaments qui baissent la tension. Parce que vous savez que dans la phase aiguë des AVC, il y a souvent une réaction physiologique du corps qui fait que la tension augmente. Et donc, on doit la préserver. Il ne faut surtout pas la baisser. Donc, il faut éviter tous les médicaments comme on donnait à l'époque, peut-être même on donnait du Nimotop au début quand je m'occupais des AVC, parce que c'était censé préserver les cellules, les neurones. Et en fait, ça baissait la tension et ça faisait que aggraver la situation de la pénombre qui recevait encore moins de sang. Donc, la tension, l'augmentation de la tension artérielle dans la phase aiguë, donc dans les premières heures, disons dans les premières 24 heures après le début des signes de l'AVC, il faut absolument la laisser, la préserver, à moins qu'évidemment ça prenne des dimensions stratosphériques et que ça devienne 20 de tension ou quelque chose comme ça. Jusqu'à 18, on peut tranquillement laisser la tension élevée comme ça. Donc ça, ce sont les premiers médicaments qu'il faut éviter. Après, ce qu'il faut éviter comme médicament, mais bon, ça ne va pas vous concerner pour l'instant, du moins, c'est de faire une thrombolyse chez des personnes qui prennent des médicaments anticoagulants, par exemple, pour prévenir les AVC, même s'ils ne les prennent pas correctement, parfois ça ne suffit pas à les protéger. Donc, et quand ils arrivent en phase aiguë, malheureusement, à cause de ce traitement, on ne peut pas faire de thrombolyse. C'est à peu près tout ce que je vois. Et après, la deuxième question, c'était quoi, Jonathan, la deuxième partie? Ah, est-ce que la guérison est sans séquelles et non? Voilà. Et la guérison, malheureusement, parfois s'accompagne de séquelles.
Et parce qu'on n'a pas pu intervenir à temps, parce qu'il n'y a pas eu de physiothérapie, de kiné, les traitements pour on dit l'orthophonie et la kiné sont importants et peuvent être effectués même plusieurs mois avec bénéfice après l'AVC. C'est pas parce qu'au bout d'un mois ou deux, il n'y a pas eu d'amélioration ou peu d'amélioration qu'il faut laisser tomber. Il faut persister et continuer à faire des exercices aux malades parce qu'il peut récupérer. Récupérer, ça veut dire quoi? Ça veut vouloir dire l'objectif, si un malade a eu une hémiplégie, l'objectif principal, ça va être de le mettre debout et de lui permettre de marcher, par exemple. Il est clair que pour récupérer, par exemple, la motricité de la main, ça va être plus difficile parce que c'est un mouvement beaucoup plus complexe. Mais disons qu'on peut aussi apprendre aux malades à vivre avec une main qui ne marche pas trop bien, c'est-à-dire qu'il peut apprendre à faire les choses avec une seule main. C'est ça aussi, la physiothérapie et la rééducation, ça sert aussi à ça. Et oui, malheureusement, il y a encore des séquelles. C'est justement pour ça qu'on est là, parce qu'on sait que les traitements que nous avons maintenant à disposition, et en particulier le premier traitement disponible, ce sont les unités neurovasculaires, permet de diminuer de façon significative les séquelles après un AVC. Ça n'agit pas seulement sur la mortalité, ça réduit la mortalité, mais ça réduit aussi et surtout le handicap après un AVC. Donc voilà pourquoi on insiste beaucoup sur cette création d'unités vasculaires un peu partout dans le monde. Voilà, j'ai fini. Bon, la question suivante vient des docteurs Chabat Bessénoche, médecin en formation d'habilité neurovasculaire de l'hospital Antalucía à Como. Sa première sous-question, il voudrait savoir si on ne peut pas intégrer les foramen ovales ou la persistance du foramen ovale parmi les facteurs de risque modifiables et l'intégrer dans le bilan de dépistage. Sa deuxième sous-question, préoccupation, est par rapport à la protéine S100-bêta. Si cette protéine ne peut pas être utilisée dans les diagnostics de l'AVC, surtout dans nos milieux où l'accès à l'imagerie, c'est vraiment, où l'accès à l'imagerie est un problème majeur. On ne peut pas intégrer la protéine S100-bêta parmi pour les diagnostics des AVC dans nos milieux. Alors, pour les foramens ovales perméables, un prochain séminaire sur les causes cardiologiques des AVC pourra, come si dice, approfondir. Oui, Okay. il faudra répondre de façon plus détaillée à cette question. Ok. Mais je peux dire que les foramens ovales perméables est présent et un quart de la population. Et il faut penser à les foramens ovales perméables comme une cause possible d'AVC dans les sujets jeunes en cas d'AVC embolique si il n'y a pas trouvé des autres causes des AVC. Pour ce qui regarde la protéine S, nous n'utilisons pas la protéine S pour diagnostiquer l'AVC, mais Anne, tu peux dire quelque chose? Oui, je peux dire quelque chose. Alors, pour le foramen ovale, disons que alors, c'est sûr qu'on peut faire le diagnostic, on peut même faire le diagnostic assez facilement avec les bubble tests qu'on peut faire avec un Doppler ou une échographie du cœur, tout simplement. Mais ma question est, en Afrique, une fois qu'on aura fait le diagnostic, on fait quoi avec le foramen ovale? Disons, nous, la plupart du temps, on fait une fermeture percutanée du foramen ovale, mais chez des malades qui sont jeunes et pour lesquels on n'a pas trouvé d'autres causes d'AVC. Si jamais on se retrouve avec ça dans une personne qui habite à Kinshasa, on fait comment? Est-ce que il y a quelqu'un qui va pouvoir mettre un device dans son cœur pour fermer le foramen ovale? Il faut aussi penser à ça. Il faut aussi penser à l'objectif que l'on a dans les dépenses de santé. Donc, on ne peut pas dépenser de l'argent
pour pouvoir faire un diagnostic avec lequel après on ne saura pas comment traiter la cause de ce malade. Donc autant pas le savoir dès le départ. Il faut être un peu rationnel. Et pareil pour la protéine S100, on ne fait même pas les dosages ici, donc je ne vois pas avec quoi ça pourrait servir. Après, pourquoi pas, par curiosité. En même temps, le foramovel, vous savez que c'est présent dans un tiers de la population, donc il est fort probable qu'on le trouve. Nous, on ne fait la fermeture que quand on est sûr et certain qu'il n'y a pas d'autre cause. Donc, il faudrait que ça fasse partie d'un tout un processus éthiopathologique précis qui permette d'être certain que le foramovel est la cause de l'AVC et alors penser à comment le traiter. Je ne sais pas comment vous pourriez faire en Afrique pour le moment. Dans le futur, dans quelques années, j'espère que ce sera possible partout. Mais actuellement, je ne crois pas que ça le soit. La question suivante nous vient de Madame Eunice Kasseng, qui veut savoir, surtout au Congo, chez nous au Congo, dans la majorité des pays africains, il y a toujours un retard dans les diagnostics, la prise en charge, et souvent les malades arrivent à l'hôpital très tard. Alors, face à ces problèmes, comment on peut agir devant un malade qui vient à l'hôpital quelques jours après le début de son AVC pour surtout assurer leur survie? Comment on peut agir? Je pense qu'Anne a déjà répondu avec les unités neurovasculaires. Alors oui, j'ai déjà répondu avec une unité neurovasculaire parce que les malades arrivent tard et donc n'arrivent pas à faire les traitements de revascularisation qui ne sont pas disponibles dans vos pays et qui ne sont pas disponibles, mais même s'ils étaient disponibles, je vous dis franchement que ce n'est pas si facile que ça. Jonathan et le docteur Shadrach, qui actuellement travaille en Italie, vous vous rendez compte que c'est pas non plus si simple que ça de savoir s'il faut faire le traitement ou pas faire le traitement. Il y a de grandes discussions entre nous, pratiquement pour chaque malade. Donc, il faut aussi avoir non seulement les médicaments disponibles, non seulement les instruments disponibles, le scanner avec le produit de contraste, etc., mais il faut aussi avoir les connaissances. Et donc, voilà pourquoi. Et sur ce, je suis certaine que tout le monde est capable d'acquérir les connaissances que nous avons. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça que nous faisons ces missions à Kinshasa et peut-être ailleurs dans le futur, pour pouvoir essayer de transmettre ces connaissances et en espérant que dans un futur, pas dans 100 ans, mais j'espère dans 10 ans, mettons, quelque chose de plus réalisable, dans 5 ou 10 ans, que vous soyez vous aussi capable d'appliquer ces traitements quand les malades arriveront aux urgences à temps. Je voulais souligner le fait que même chez nous, il n'y a à peu près qu'un tiers des malades qui arrivent à temps aux urgences pour pouvoir faire ces traitements. Donc là non plus, on ne va pas dire que tous les malades arrivent juste tout de suite à l'hôpital pour pouvoir faire leur traitement des AVC. Donc il faut aussi penser à ça. Et il faut aussi penser au fait que ces traitements de recanalisation, ce n'est pas non plus notre pain quotidien. Ce que nous faisons, nous, et qui est le plus efficace, c'est de hospitaliser les malades dans les unités neurovasculaires. Vous verrez la leçon sur les unités neurovasculaires. On pourra aussi partager des publications à ce propos. Il est démontré depuis maintenant plusieurs années que les unités neurovasculaires sont efficaces pour baisser le handicap et la mortalité chez tous les malades qui ont un AVC, que ce soit une ischémie ou une hémorragie, qu'ils arrivent au bout de 3 heures après le début du symptôme ou 3 jours après, c'est pareil, qu'ils aient 18 ans ou 90 ans. Ça marche, tout le temps, ça marche. Donc, et voilà pourquoi on essaie de vous proposer ça, parce que ce système d'unité neurovasculaire est applicable partout à peu de frais. Le principe, c'est qu'il faut que les gens qui travaillent, les médecins, les infirmiers qui travaillent dans ces unités vasculaires soient formés pour faire ça et qu'ils aient les connaissances suffisantes. C'est pratiquement tout dont on a besoin. Donc voilà pourquoi ça a un sens dans les pays à faible ressources économiques, parce que ça permet, avec un petit investissement, d'obtenir de grands résultats. Je vois qu'Élisée a de nouveau levé la main, si tu peux intervenir si tu veux.
Oui, merci, professeur. En fait, quand j'ai levé la main, apparemment dans votre intervention, vous avez répondu en grande partie à cette question où vous avez déjà balayé un peu mon intervention. En soi, le problème des délais de prise en charge, c'est un problème facile à résoudre. Facile à résoudre dans la mesure où on est obligé de passer l'information dans la communauté, essayer d'agir. Et ça ne demande pas beaucoup de moyens. C'est question qu'on soit en contact avec la communauté pour expliquer déjà les signes d'alerte et voir dans quelle mesure les patients pourront consulter tôt. Un problème aussi d'accès dans les systèmes de santé, ça c'est une autre question qui prend un autre volet, mais dans la mesure où on ne pourrait pas être à mesure d'installer les unités neurovasculaires dans tous les hôpitaux ou dans tous les coins de pays, en Afrique et tout, on a la possibilité de voir l'autre piste de former, par exemple, le personnel de urgence qui ont parfois dans plusieurs hôpitaux déjà des unités de soins intensifs où on prend tout en charge. Les personnels des urgences pourront être impliqués dans le projet pour voir comment les former sur la prise en charge des patients AVC et les patients qui sont suspects d'AVC, voir comment les orienter, quels sont les bilans qu'on pourrait faire en première, voir comment les orienter dans la prise en charge. Et ça, c'est un travail qu'on pourrait faire à tout niveau. C'est-à-dire, les unités neurovasculaires sont importantes et ça, on le souligne, on en a vraiment besoin. Mais dans des coins où on ne pouvait pas avoir d'unité neurovasculaire, est-ce que le personnel des urgences, les médecins qui sont dans ces circuits-là pourront être aussi formés pour ne fût-ce que les diagnostics et l'orientation des patients qui sont victimes d'AVC? Donc, la question des délais, nous pouvons facilement résoudre ça avec la communication, mais comme on dit, il faudrait agir en amont et voir sur le plan pratique qu'est-ce qui peut être possible sur terrain dans des coins où on ne pouvait pas avoir accès à un neurologue ou accès à une unité neurovasculaire, comment former les médecins de ces coins et les personnels des urgences pour ne fût-ce que détecter le signe d'alerte et puis voir comment orienter les patients, comment surveiller dans un premier temps. Ça, c'est vraiment un grand travail. Moi, je pense que nous avons à réfléchir en profondeur sur ça pour voir comment on peut apporter de l'aide dans nos communautés. Merci beaucoup. La question suivante vient de Madame Benedi. Toujours dans notre concept des pays à faible ressources, elle veut connaître s'il y a des bilans systématiques pas qu'on peut faire devant un malade qui a un AVC pour bien prendre en charge, pour une prise en charge complète de ces malades-là et pourquoi ces bilans. Et la deuxième sous-question, elle veut connaître pourquoi ne pas laisser l'attention antérieure en cas d'un AVC. Anne, peux-tu répondre? Oui, je peux répondre. Alors, les bilans sanguins qu'il faut demander, en toute urgence, je ne crois pas que ce soit toute urgence, mais les bilans sanguins de base qu'il faut demander quand un malade a un AVC, ça va être des bilans qui vont comprendre pour la phase aiguë, la glycémie, c'est très important, de maintenir une glycémie dans la norme, parce que pratiquement toutes les études ont démontré qu'une hyperglycémie aggrave le pronostic des malades parce que la glycémie excessive en soi, disons que ça provoque ça aggrave disons les lésions cérébrales. Donc il faut avoir surveillé de très près la glycémie dans la phase aiguë des AVC. Après, ce qui va être important de connaître aussi, ça va être le bilan des lipides, évidemment. Vous savez que là aussi, l'hypercholestérolémie, c'est un facteur de risque important d'AVC. Le taux de LDL est extrêmement important et les personnes qui ont déjà eu un AVC, il est fondamental de le maintenir en dessous de 70 mg par décilitre. Le taux de LDL, donc ça aussi, ça va être un dosage important à faire. Évidemment, une numération, il faut la faire, mais après, tous les examens de routine, disons, dans l'optique spécifique AVC, je peux vous dire, en phase aiguë, surtout la glycémie. Après, il faut surtout voir le cholestérol LDL. C'est ça qui est le plus important.
Et c'était tout la question, Jonathan? Il y avait 2 questions en une? Je t'entends pas. Sa deuxième question, c'est elle veut savoir pourquoi il ne faut pas baisser la tension artérielle en cas d'AVC. Pourquoi il faut respecter la tension artérielle? Ah, ben ça, je l'avais dit tout à l'heure, en fait, pourquoi il ne fallait pas baisser la tension artérielle. Il ne faut pas baisser la tension artérielle parce que c'est une réaction normale de l'organisme pour maintenir la pression de perfusion cérébrale du moment qu'il y a une occlusion intracrânienne. Donc, c'est une réaction qui permet d'activer aussi les circuits de compensation et qui permet de maintenir un bon niveau, le meilleur possible, d'irrigation de la zone de pénombre. Donc, c'est un facteur pronostic extrêmement important. Non, j'espère que j'ai bien répondu. Si la personne veut bien dire, parce que comme je l'avais déjà expliqué, peut-être c'est pas clair. Du coup, peut-être si quelqu'un, si vous voulez m'écrire si la réponse vous satisfait ou pas. On a épuisé les questions, Jonathan? Non, j'ai des questions. C'est terminé. Alors, le lien pour réécouter les webinaires sera disponible sur le site de la ISA, de notre association. Donc, vous avez le site, vous avez, je pense, déjà l'adresse du moment que vous vous êtes inscrit à ce cours. Et donc, vous allez sur le site et l'enregistrement sera disponible pour tout le monde. Maintenant, je peux vous annoncer que le prochain séminaire se déroulera le 29 mai. Nous vous préciserons plus tard à quelle heure exactement. C'est un séminaire que nous tiendrons directement depuis Kinshasa parce qu'on sera là-bas au CNPP à l'université de Kinshasa et c'est un séminaire qui concernera les hémorragies cérébrales. Donc, on parlera de tout ce qui concerne les hémorragies cérébrales depuis le diagnostic jusqu'au traitement. Donc, prochain rendez-vous le 29 mai. Dès que possible, nous vous communiquons l'heure exacte. Attention, parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont loupé l'heure parce qu'ils ne s'étaient pas rendus compte du fait que c'était l'heure de Rome et pas celle du pays où ils habitent. Mais comme il y a des gens qui viennent de plusieurs pays, on va essayer de mettre toutes les heures possibles et imaginables en fonction de toutes les capitales des pays africains. Comme ça, personne ne se trompera la prochaine fois. Voilà. Jonathan, on a terminé. Il n'y a pas d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Et même pas des questions orales, non? Elle nous l'aurait dit à Noël. D'accord. Alors maintenant, je remercie tous les gens qui nous ont bien voulu nous écouter. Merci Jonathan pour ton aide. Marine, félicitations pour ta belle présentation. Il y a Et une donc, question. Ah, Il y a vas-y. une dernière question. Non, il y a Docteur Dieudonné qui demande. Dieudonné, bonjour. Tu peux parler, Dieudonné? Je voulais poser une question. Oui, vas-y, oui, tu peux parler, on t'entend. Je voulais demander par rapport aux signes d'annonce de la survenue d'AVC, au cas où nous sommes devant ces signes-là, quelle serait la conduite à tenir? Alors, en cas de signe d'AVC, la conduite à tenir, c'est d'aller tout de suite à l'hôpital le plus proche. Donc ça, c'est le conseil à donner. Donc les signes d'AVC, Marine les avait déjà dit, je recommence. C'est-à-dire que ce sont des signes focaux de lésions cérébrales qui apparaissent de façon abrupte, d'un instant à l'autre.
Il y a un instant, la personne allait parfaitement bien et l'instant d'après, la personne commence à ne plus parler bien, à ne plus comprendre ce qu'on lui dit, à ne plus voir d'un côté, à avoir double, à ne plus bouger une partie du corps, avoir la bouche de travers, etc. Donc ça, ce sont des signes d'AVC. Et par contre, le fait d'une syncope, ce n'est pas un signe d'AVC, a priori, pour donner une idée. Donc, et la personne peut aussi avoir des vertiges. Donc, quand on a ces signes-là qui apparaissent brutalement, la seule chose à faire immédiatement, c'est d'aller à l'hôpital le plus proche. Une fois que vous êtes à l'hôpital, si on est dans la situation du médecin qui reçoit le malade à l'hôpital, donc évidemment, il faut faire une anamnèse détaillée et demander bien exactement ce qui s'est passé à quelle heure, examiner le malade, donc faire un examen neurologique pour comprendre s'il y a un déficit, une hémiplégie et tout ça. Et puis, la chose à faire, eh bien, évidemment, c'est de contrôler les fonctions vitales et de demander un scanner, essayer de l'obtenir le plus rapidement possible. Ça va être très important, même dans la phase aiguë, ça, parce que, comme vous a dit Marine avant, il est absolument impossible, sans scanner, de savoir s'il s'agit d'une hémorragie ou d'une ischémie. C'est pas parce que le malade est plus grave que c'est une hémorragie, c'est pas parce qu'il a la mal à la tête que c'est une hémorragie, c'est pas parce qu'il vomit que c'est une hémorragie, ça n'a rien à voir. Donc, la seule chose à faire pour comprendre si c'est une ischémie ou une hémorragie, c'est de faire un scanner. Donc, c'est très facile de voir tout de suite si c'est une ischémie ou une hémorragie. C'est pas la peine d'attendre le radiologue, par exemple. Et puis, une fois qu'on le sait, ça va nous permettre de savoir comment gérer la tension. Ça aussi, je répète, si c'est une hémorragie, il faut absolument baisser la tension et qu'elle ne dépasse pas 14,8. Par contre, si c'est une ischémie, il faut préserver la tension haute, la laisser élevée. Donc, ça change quand même considérablement le traitement de la phase aiguë aux urgences. Voilà, j'ai répondu à la question, Dieudonné. Allô? Oui, merci beaucoup. Vous avez répondu. Merci beaucoup. D'accord, de rien. Merci. Oui, à très bientôt. La question suivante, Marie, la question suivante nous vient de Lucien il va connaître les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique à éviter en cas d'AVC. Ou pour être clair, quels sont les facteurs de gravité, et puis les facteurs de gravité en dehors de la lésion cérébrale primaire, quels sont les autres facteurs de gravité qu'on peut éviter en cas d'AVC? Les facteurs de gravité de la lésion primaire, en fait, qu'on peut éviter en cas d'AVC. C'est quoi les facteurs de gravité? Ce sont des choses qui peuvent aggraver la lésion? Oui, comme la glycémie? La fièvre, la glycémie. Oui, voilà, la fièvre, la glycémie. En fait, quels sont les facteurs à éviter au fait? Ah ben, tu le sais, alors tu n'as qu'à répondre, toi, puisque tu le sais, Jonathan. Tu le sais, tu viens de le dire. Oui, la fièvre, éviter, baisser la fièvre lorsqu'il y a une hyperthermie, une fièvre, corriger la glycémie lorsqu'il y a une hyperglycémie, gérer la natrémie lorsqu'il y a une hypernatrémie, gérer la saturation, surtout oxygénée au malade lorsqu'il y a une hypoxie, une désaturation. Donc, c'est tout ce qu'on fait, en fait, dans les unités vasculaires, c'est-à-dire s'occuper, voilà, des fonctions vitales, gérer la tension, comme on vous l'a dit, gérer la glycémie, comme on vous l'a dit. Il faut faire attention aussi à prévenir toutes les complications qui peuvent être des troubles de la déglutition, ça c'est extrêmement important. Éviter que le malade, de donner à manger au malade s'il n'est pas capable de déglutir. Donc ça, normalement, les infirmiers doivent s'occuper de faire des tests pour comprendre si le malade est capable d'avaler sans que ça passe dans les poumons et donc pour éviter qu'il ait une pneumonie. C'est quand même important ça parce que ça aggrave considérablement le pronostic, la pneumonie. Il faut savoir aussi comment positionner le malade dans le lit, éviter qu'il ait des escarres et éviter toutes les infections aussi.
et le stimuler pour qu'il récupère le plus possible. Donc là aussi, l'intérêt de la rééducation de la kiné le plus rapidement possible, tout de suite, dès le premier jour, au lit du malade, mobilisation passive, dès que possible le mettre assis, enfin tout ce qui est fait dans les unités neurovasculaires et qui font que ainsi on change le pronostic des malades avec les AVC, même s'ils sont graves. C'était ça la question, Jonathan, j'avais bien compris. Oui. Il y a autre chose? Oui, il y a encore beaucoup de questions. Vas-y, dis. Il y a, une fois de plus, madame, aussi mis à moyen depuis le centre hospitalier de je vais comprendre, si vous pouvez dire un mot sur l'AVC hémorragique avec inondation des grands ventriculaires, avec anévrisme, et quand est-ce qu'il faut introduire un anticoagulant en cas d'AVC hémorragique? Alors, en cas d'AVC hémorragique, l'anticoagulant, évidemment, on ne l'introduit pas tant qu'il y a du sang dans le cerveau. Et ce qu'il faut faire en cas d'AVC hémorragique, ce que j'avais expliqué aussi là à Kinshasa, donc je comprends pourquoi elle me pose la question, c'est que les malades qui ont une hémiplégie, il faut quand même penser à éviter qu'il ait aussi une thrombose veineuse profonde, une phlébite. Et donc, comment on fait? Une hémorragie d'un côté, de l'autre côté, on veut éviter qu'il lui vienne une thrombose veineuse. Donc, en fait, les recommandations internationales disent qu'on peut commencer à utiliser l'héparine sous-cutanée à dosage préventif à partir du 3e jour après le début de l'hémorragie. Donc, vous avez un AVC hémorragique aujourd'hui. Dans 3 jours, vous pouvez commencer à mettre l'héparine, l'enoxaparine pour éviter qu'il y ait comment on dit, une thrombose veineuse. L'autre question, c'était quoi, Jonathan? C'est ça. Un mot sur les AVC hémorragiques avec Ah, voilà, c'était ça. OK, d'accord. Et puis, il y a une dernière question, je crois. Une dernière question, une fois de plus, docteur Nancy Saoud, depuis la France, je veux savoir, en clinique, du point de vue, il n'y a pas un score clinique qu'on peut utiliser pour différencier un AVC hémorragique et un AVC ischémique. Aucun. Qu'on peut utiliser rapidement aux urgences. Non, il n'y en a pas. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs groupes de recherche qui ont essayé, qui ont établi des scores, qui ont essayé de les valider, mais personne ne donne jamais la certitude à 100% que ce soit une ischémie plutôt qu'une hémorragie. Donc c'est pas la peine de tourner autour, il faut faire un scanner, c'est tout. Malheureusement, là, pour le coup. Et quand on n'a pas de scanner, quand on n'a pas de... Et quand on n'a pas de scanner, eh ben voilà, on fait rien. On fait pas rien, mais on fait toutes les autres choses. D'accord? Pour la tension, on essaie de faire une solution intermédiaire. Et puis pour l'héparine sous-cutanée, ben, on peut attendre 2 ou 3 jours pour la commencer, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Alors, dans ce cas, on va gérer la tension, il faut la baisser, pas en dessous de 140, pas en dessous de 180. C'est délicat. Alors, c'est compliqué sans scanner. Alors, docteur Narcisse, dans ce cas, il faut faire le scanner en cérébral rapidement aux urgences pour pouvoir différencier s'il y a un AVC chez vous ou malheureusement. Oui, je confirme. Bon, je crois qu'on a épuisé les questions là, peut-être, Jonathan, non? Toi qui tiens les Il n'y a plus de fils. questions. D'accord. Donc, alors, pour conclure, je remercie tout le monde, tous les participants. Et comme je vous disais, donc rendez-vous le 29 mai. Donc, on va essayer d'avoir comme ça une cadence 2 ou 3 fois par mois, de se retrouver. Si quelqu'un a des suggestions, a des arguments qu'il voudrait voir le traité, qui nous le disent à l'avance, on peut toujours s'organiser. Hein, c'est quelque chose de très comme ça entre nous, cette histoire de cours. Et le 29 mai, donc l'hémorragie cérébrale. Voilà, ben, merci à tous et à très bientôt. Merci à tous.
se Merci. voit prochainement Salut. le 29 mars. À 29 mai. bientôt. Mai et Mai. pas mars. Pardon. À bientôt. Au revoir. Ciao. 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 Salut. Au revoir. Au Au revoir. revoir.